BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver jusqu'à 13h en direct. On va une fois encore répondre à toutes vos questions sur la vie en entreprise. Bonjour Sofiane. Bonjour Sandra, on va notamment parler de ces Jeux Olympiques. Ça approche, la cérémonie d'ouverture. C'est dans quoi, une grosse quinzaine de jours là à peu près. Et on va se demander si ça y est, les chefs d'entreprise ont un peu trouvé le moral et des solutions pour faire face à cette période qui s'annonce grandiose mais qui pose quelques problèmes en entreprise. On en parle souvent de ça et de plein d'autres choses. On parlera notamment, on se demandera si on peut stocker les batteries de vélo ou de trottinette après ce qui s'est passé, une explosion d'un mur d'une boîte de nuit. Tout ça et bien plus encore, c'est dans un instant avec nos 4 experts qui nous attendent avec vous à bfmbusiness.fr pour s'adresser à eux. On se retrouve juste après le journal de Johan Dellera. Avec vous, le journal. Décollage et voyage réussi pour Ariane 6, Johan. Oui, c'était hier depuis Kourou en Guyane. Un succès qui marque le grand retour de l'Europe dans l'espace. Toutes les charges utiles ont été mises en orbite. Les explications sur place de notre envoyé spécial Jean-Baptiste Huette. C'était beaucoup plus qu'un simple lancement. C'était un lancement qui a revêtu un caractère géostratégique parce que c'est le retour de l'Europe dans l'espace. Ça fait plus d'1 an que nous n'avons pas de fusée pour envoyer nos satellites. Et ça s'est senti ici à Kourou. On a 3 rafales de l'armée de l'air qui sont venus sécuriser le site en renfort. On a vu beaucoup plus de militaires dans les rues qu'à l'accoutumée. Et puis j'allais vous dire enfin, et ça c'est très paradoxal, mais cette Ariane 6, elle marque finalement peut-être la fin d'une ère. Y aura-t-il encore à l'avenir des grands programmes de lanceurs européens? C'est pas sûr. Quand on voit les réticences de certains pays, notamment l'Allemagne, qui préfère, c'est vrai, pousser ses champions nationaux, on sent quand même ici ce souffle du New Space depuis quelques années qui pousse les petites entreprises privées et qui pourrait peut-être balayer certaines grandes coopérations historiques comme on a vu avec Ariane. La situation politique en France inquiète l'INSEE. Ces dernières prévisions tablaient sur une croissance de 1,1% en 2024, une inflation sous les 2% et un taux de chômage stable. Mais ça, c'était avant la dissolution. Désormais, l'Institut ne sait plus à quoi s'attendre. Écoutez son directeur général, Jean-Luc Tavernier, c'était ce matin dans Good Morning Business. On va essayer de regarder les indicateurs haute fréquence. Par exemple, je sais pas, les embauches en CDI, est-ce qu'elles sont affectées par l'incertitude qu'il peut y avoir sur le coût du travail au niveau du SMIC dans les mois à venir? C'est une possibilité, donc ça c'est quelque chose qu'il va falloir regarder avec attention. L'autre guide qu'on a, c'est de regarder les précédents historiques, de voir ce qui se passe dans l'histoire. Et on n'a pas de précédent en fait de ce type d'incertitude à convoquer. On peut rien comparer. La dissolution de 97, il y a un bon rebond de la confiance des ménages en fait post-dissolution. Puis ça arrivait en fait dans un climat conjoncturel qui était assez allant, même si on s'en rendait pas tellement compte à l'époque. Franchement, l'incertitude qu'on a aujourd'hui est le domaine des possibles en matière de politique économique compte tenu des programmes qui ont été présentés et je crois sans précédent. Et on va y revenir dans un instant dans l'édito de Jean-Marc Daniel qui nous parlera de l'impact des JO sur ces chiffres, Johan. Oui, et dans ce contexte, Emmanuel Macron se rend aujourd'hui et demain à Washington. Il assistera au sommet de l'OTAN qui s'est ouvert hier pour les 75 ans de l'organisation. Dans le camp présidentiel, on craint que cette absence ne profite au nouveau Front populaire. Les partis de gauche pourraient accélérer les discussions. Ils doivent s'entendre sur le nom d'un Premier ministre à proposer. Et dans ce contexte d'incertitude politique, le PR de Flamanville est sur le point de démarrer, Johan. Oui, la filière nucléaire ne veut pas d'un gouvernement dominé par le nouveau Front populaire. Avec lui au pouvoir, les professionnels craignent l'abandon de plusieurs projets. Ils demandent au contraire du soutien à long terme. Raphaël Couder. Des perspectives en suspens. Si le chantier du futur EPR de Penly doit lui bien démarrer cet été, la filière du nucléaire reste globalement dans l'incertitude. Or, les industriels ont au contraire besoin de visibilité à long terme, estime Valérie Faudon, la déléguée générale de la SFEN, le lobby des ingénieurs du secteur. C'est des programmes industriels avec des défis technologiques, des défis industriels, des défis de recrutement. Et on ne peut pas faire du stop and go si on veut réussir. Le nucléaire est l'un des angles morts du programme du nouveau Front populaire. Faute d'accord, ces partis renvoient cette question à des discussions à venir au Parlement, voire la repousse à 2027. Une remise en cause du programme de construction actuel aurait de lourdes conséquences, prévient Valérie Faudon. Vous avez en particulier un grand nombre de PME qui investissent et qui recrutent et qui forment. Donc, elles ont besoin de continuité dans l'action, de visibilité. Autrement, le risque qu'on a, et c'est vraiment arrivé
dans les années 2010-2018, c'est que la filière industrielle soit fragilisée et que justement après on ait du mal de nouveau à la remettre en route. Avec un risque de perte de compétences alors que les industriels du nucléaire doivent recruter 10 000 personnes par an jusqu'en 2030 pour rénover le parc existant et construire les 6 nouveaux réacteurs. Merci Yohann Dellera pour ce journal. C'est l'heure de votre moment avec Jean-Marc Daniel. Et dans votre édito, vous revenez justement sur ces chiffres de l'INSEE. Jean-Marc, est-ce que les jeux vont avoir un effet sur notre croissance ? C'est une question que s'est posée effectivement à l'INSEE dans sa dernière note de conjoncture dont nous venons de parler. D'ailleurs, elle a un titre très explicite. Cette note, elle s'appelle du PIB, des JO, des inconnus. Alors les inconnus, on a revu un peu là ce que disait Monsieur Tavernier, le directeur général de l'INSEE, mais il reste le PIB et les JO. Et en fait, la formule du PIB des JO fait référence plus ou moins explicitement à une formule célèbre du pain et des jeux. Formule qui arrive de l'Antiquité romaine. C'est panem et circenses en latin, et c'était l'idée que les Romains finalement vivaient de pain qui était apporté par l'État grâce aux conquêtes, et de jeux qui étaient les spectacles qu'on donnait dans le Colisée. Concrètement, la question que se pose l'INSEE, c'est le lien qu'il y a entre le pain et les jeux. Est-ce que les jeux vont susciter du pain ? C'est-à-dire, est-ce que les jeux vont susciter de la production du PIB ? La question est abordée sous différents aspects, notamment les aspects un peu historiques, en regardant ce qui s'est passé à Londres en 2012, ce qui s'est passé à Athènes, ce qui s'est passé également pour d'autres événements sportifs. On a souvent mis en avant le fait qu'en 1998, période dont parlait également Jean-Luc Tavernier, en 1998, on avait dit qu'il y avait eu une euphorie consécutive à la victoire de l'équipe de France de football dans la Coupe du Monde. Et puis en fait, quand on regarde les courbes, pas du tout. Oui. On s'aperçoit que la croissance a augmenté de façon régulière, ce que disait là encore Jean-Luc Tavernier. Il y avait un élément conjoncturel qui était très favorable, et donc la Coupe du Monde de football n'a pas eu de conséquences. En revanche, ce qu'il met en avant, ce que mettent en avant les statisticiens, c'est qu'ils estiment qu'on pourrait avoir 0,3% de PIB en plus par rapport à ce qu'aurait été la tendance, mais qu'il y a deux handicaps dont souffre la France dans cette configuration. C'est d'abord qu'elle est une destination touristique de toute façon, et qu'il y aura probablement plutôt d'éviction que d'apport de touristes. C'est ce que disait grosso modo, les gens qui seront sur la Concorde en train de regarder les épreuves ne seront pas dans le musée du Louvre, mais ils auraient quand même été à Paris simplement. Et d'autres, en tout cas, il y a des gens qui vont se dire je ne vais pas aller visiter le musée du Louvre, je vais attendre. Et la deuxième chose et donc c'était le cas aussi pour la Grèce. Les gens qui sont venus en Grèce ont été des gens qui de toute façon auraient été là quoi qu'il arrive, ou en tout cas qui se sont substitués à d'autres personnes qui auraient été là. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un effet immédiat de billetterie. On a vendu des billets, maintenant on ne sait pas exactement ce que les gens vont dépenser une fois qu'ils seront en France, et donc le résultat n'est pas forcément aussi prévisible, et n'est pas aussi susceptible de susciter l'enthousiasme. Donc ça aurait pu s'appeler du PIB, des JO et des déconvenus, pas des inconnus. Allez, on verra à ce moment-là si ça se réalise ou pas. Jean-Marc Daniel, merci beaucoup. On fait un point Euronext. Avec vous, les marchés. Quelle est la tendance à la mi-journée, Aude Kersulek ? Eh bien, on est en hausse et puis ça se poursuit et ça a même augmenté encore plus 0,9% en ce moment pour le CAC 40, 7573 points, et Paris qui rattrape même son retard par rapport aux autres places européennes en affichant une hausse plus élevée, puisque le DAX gagne 0,7%, de même que l'Eurostoxx 50. Alors ça a peut-être été un signal de rachat, mais après la baisse d'hier quand même importante à Paris, 1,6%, le CAC n'affichait plus de progression depuis le début de l'année. C'était un retour à la case départ, et finalement les records boursiers qu'on avait connus au printemps s'étaient envolés. Donc là on repart de l'avant avec quelques rachats. D'ailleurs on a quasiment toutes les valeurs de notre CAC 40 qui sont dans le vert à la mi-journée. Seul Michelin affiche une petite baisse de 0,2%. Téléperformance en hausse de l'indice devant Bouygues. On voit quand même les valeurs à profil défensif qui restent dans le haut du panier, signale qu'on ne prend pas forcément beaucoup de risques, sachant qu'aussi ce qui s'est passé en Allemagne ce matin avec un avertissement sur résultat de la part de Volkswagen qui annonce qu'il va avoir une rentabilité moins élevée sur l'année. Ça n'a pas forcément plombé le secteur automobile, mais quand même la valeur perd 1,2% à Francfort, sachant qu'hier on avait déjà eu 2 avertissements sur résultat à Paris. Ça pourrait se multiplier ces prochaines semaines, ça pourrait
pour être un élément d'inquiétude sur les marchés. En tout cas, cet après-midi, on suivra l'acte 2 de l'audition de Jérôme Powell devant le Congrès américain. Ce sera devant la Chambre des représentants, sachant qu'hier, il n'a pas dit grand-chose sur la prochaine baisse de taux, toujours anticipée pour septembre. Merci beaucoup, Aude Kersulek. Dans un instant, Sofiane, on va parler aux patrons, aux salariés qui nous posent des questions et on parlera notamment des défaillances d'entreprises. Oui, car la Banque de France a publié des chiffres de ces défaillances pour le mois de juin. Elles sont en hausse sur un an, avec un point très précis, une augmentation très importante des grosses PME et des ETI, bien plus qu'avant le Covid. On vous pose donc la question, est-ce que cette instabilité politique qu'on ressent en ce moment nous fait craindre un bond de ces défaillances d'entreprises? Vous votez, vous nous répondez et on en parle dans un instant avec nos 4 experts du jour. Avec vous sur BFM Business. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandon. On est ravis de vous retrouver en direct jusqu'à 13h pour répondre à toutes vos questions. La vie en entreprise, vous êtes patron, salarié, indépendant, il y a plein de choses qui se passent au quotidien, plein d'incertitudes. Et on est là pour vous aider. Il y a une adresse à connaître, Sofiane. Avec vous, bfmbusiness.fr, c'est l'adresse mail où nous contacter en direct. Il y a aussi le live sur LinkedIn, le live sur X. Vous adressez directement à nos experts. Ils sont autour de la table jusqu'à 13h en direct. On vous lit en direct, effectivement, et on tente de répondre avec précision à vos inquiétudes, vos incertitudes. Autour de cette table, Benjamin Cormeret, directeur général de Tête à Tête. Bonjour Benjamin. À votre droite, Audrey Dufresne, DRH de Le Hibou. Bonjour Audrey. Émilie Corchia est avec nous également, fondatrice de My Job Glasses. Bonjour Émilie. Et notre juriste Élise Bénéat, avocate au cabinet de Bardieu Brocas Maffei. Bonjour Élise, merci beaucoup d'être avec nous. On commence par la première question, Sofiane. Elle est pour vous Audrey. Laura nous dit, mon employeur, cabinet de conseil, souhaite me licencier parce que je ne remplis pas mes objectifs. Il me propose une indemnité de licenciement avec laquelle je ne suis pas d'accord. Comment faire ? Grosse question. Déjà, j'entends qu'elle fait partie d'un cabinet de conseil. Donc déjà, cabinet de conseil veut dire convention collective Syntec. Donc il faut voir déjà quel est le montant de l'indemnité qui est proposé, puisque la loi dit 1/3 de mois de salaire par année d'ancienneté, jusqu'à 10 ans. La convention Syntec est beaucoup plus avantageuse pour 1/4 en fait de mois de salaire. Donc déjà, il faut voir comment a été calculée cette indemnité. Et puis ensuite, se faire accompagner. Normalement, pendant l'entretien préalable d'annonce de ce licenciement, la personne, le collaborateur peut se faire accompagner. De quoi, un avocat ? Alors justement, non, pas un avocat. Ouais, c'est ça. D'une personne de l'entreprise. Donc soit un représentant syndical, soit quelqu'un qui est dans l'entreprise. Justement, les avocats, normalement, que ce soit partie entreprise ou partie collaborateur, n'ont pas le droit d'être présents à cette entreprise. Ne partage jamais ces moments-là, parce que c'est très compliqué de négocier avec une entreprise quand on est un salarié, en l'occurrence en difficulté. Jamais un avocat n'est accueilli dans ces réunions-là, Élise ? Alors, l'entretien préalable à licenciement, non. Effectivement, c'est nécessairement quelqu'un de l'entreprise. En revanche, je suggère effectivement de prendre conseil avant, histoire simplement d'être un petit peu plus armé pour faire l'entretien préalable. Et puis, quand il y a une négociation qui s'installe, le salarié va prendre conseil. Soit son avocat va se manifester officiellement et va négocier en direct, soit le salarié va se sentir capable de le faire seul, tout en étant conseillé un peu plus en off par un spécialiste. Mais plus ou moins, dès qu'on reçoit cette nouvelle, entre guillemets, qui va se passer, cette action-là, c'est là qu'il faut tout de suite mettre en place cet accompagnement. Oui, parce que quand on reçoit une convocation entretien préalable pour un licenciement, dans 99% des cas, ça se termine par un licenciement. Oui. Sans vouloir être pessimiste, c'est l'expérience qui parle. Il vaut mieux se faire à cette idée, donc, effectivement. Sofiane. On passe à la question du jour, celle qu'on vous pose sur les réseaux sociaux de l'émission. Vous nous écrivez depuis hier. On vous a demandé s'il fallait craindre un bond des défaillances d'entreprises avec cette instabilité politique qu'on connaît. Et pour cause, on assiste à une hausse déjà des défaillances d'entreprises. 5500 par mois depuis le 1er janvier. C'est 1000 de plus qu'en 2023. Le Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires tient les comptes sur ces procédures collectives qui sont engagées. Son président d'honneur, Christophe Basse, nous livre son analyse sur ces chiffres. Certains secteurs sont particulièrement touchés, notamment le secteur de l'immobilier, plus 60% de défaillance. 617 agences immobilières ont fermé leurs portes depuis le 1er janvier 2024. Même constat avec les secteurs dans les activités financières, dans les activités d'assurance. 95% des entreprises depuis le 1er janvier 2024 qui font défaillance sont des entreprises qui ont moins de 10 salariés. Alors,
Comment explique-t-on cela? Donc il y a toujours ce phénomène de rattrapage, on le sait, 40 à 50 000 entreprises qui ont bénéficié des aides d'État pendant le Covid alors qu'elles étaient exsangues. Ces entreprises, on les retrouve aujourd'hui en redressement et en liquidation judiciaire. Mais aujourd'hui, on va au-delà. Au-delà de ce rattrapage, notamment la crise énergétique avec la crise ukrainienne, le coût 4 fois supérieur dans certaines boulangeries dans le coût de l'énergie. Les boulangers ont été particulièrement impactés par cette situation. Voilà pour le témoignage de Christophe Basse, le président d'honneur du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Il liste donc quelques éléments: rattrapage des aides post-Covid, le prix de l'énergie, mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des problèmes notamment de recrutement. On le voit, vous le voyez, j'imagine, vous, de très près. On parle beaucoup des problèmes dans l'hôtellerie et de la restauration, notamment avec cet été qui s'ouvre là. Quel est votre avis, Audrey ? Les JO ont été difficiles aussi pour recruter, effectivement. Oui. Déjà, on en parlait le mois dernier, je crois, ensemble. Il y a eu des difficultés de recrutement parce qu'un gros boom. Et puis là, effectivement, ça continue. Nous, au niveau IT, on n'a pas forcément trop ce problème-là, surtout avec le freelancing, puisque justement, c'est un peu la tendance inverse. Mais effectivement, pour les CDI, on voit cette baisse. On est dans un contexte là, les chiffres sont sortis hier, il y a aussi les plans du prochain gouvernement, peut-être un SMIC à 1 600 € net, ce genre de projet qui fait peur, notamment aux petites structures. C'est quand même des décisions inquiétantes, notamment dans l'industrie, Émilie, qui va être très touchée par ça. Tout à fait. Et en fait, là, il y a une espèce d'instabilité où on attend de savoir ce qui va se passer et comment les choses se passent. Donc c'est vrai qu'on voit chez les différentes personnes avec lesquelles on peut échanger aujourd'hui que tout est un peu bloqué. On attend de savoir dans quel sens ça va aller. Il y a des questions aussi sur les nombreuses aides qu'on pouvait avoir jusqu'à présent. Est-ce qu'elles vont être maintenues? Est-ce qu'elles vont être arrêtées? Et donc du coup, c'est difficile de se projeter et d'envisager des recrutements tout de suite. Donc je pense que pendant tout l'été, là, on va avoir une baisse en attendant de savoir comment les choses se passent pour pouvoir repartir. Voilà, stabilité, on en parle souvent. Réagissez à nos sujets, vous qui êtes des petites entreprises et qui nous regardez beaucoup. On en parle évidemment dans cette émission. Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo. Sofiane. Et vous avez réagi sur les réseaux sociaux à cette question des défaillances d'entreprises. Cyril est pessimiste sur l'avenir et nous dit pas mal de secteurs d'activité risquent de prendre de sérieux coups. COUPS et de sérieux coups, COUTS. Voilà, j'y arrive dans l'ordre. Ce sera encore plus difficile pour les petites structures qui n'ont pas la marge nécessaire. Et Josué nous dit qu'il y aura un bond selon les décisions qui seront prises par le prochain gouvernement, car chacun vise ses électeurs, patronat, salariés, investisseurs. Qui cible une catégorie en néglige d'autres. C'est aussi ça la crainte peut-être, Benjamin. Il y a un vrai sujet, vous parliez de l'augmentation du SMIC possible, il y en a déjà eu quand même 3 depuis 2022. Là on est à 200 €. Oui, c'est ça. Et forcément, pour des entreprises françaises, rester compétitif, c'est aussi une vraie question. Moi, je crains aussi à la délocalisation, parce qu'à un moment, on ne va pas pouvoir augmenter considérablement nos prix en conséquence. Oui, c'est ça. Et où va être le juste milieu moi, je suis inquiet à ce niveau-là. Oui, pour la vie des petites entreprises. C'est vrai que c'est un vrai sujet. Sofiane. Et Mehdi nous écrit à l'instant sur LinkedIn, il est aisé pour tout manager dans l'industrie actuellement de vous confirmer le nombre de défaillances majeures auxquelles nous sommes en train d'assister actuellement. On a leurré les Français. Pourtant, l'industrie, c'est un secteur dont on parle beaucoup et qui peine parfois à recruter aussi. Il y a ce double problème. Oui, c'est vrai, il a été mis en lumière, c'est vrai. C'est un secteur qui est mis en lumière parce que dans le cadre de la réindustrialisation du pays, il y a 1 million d'emplois à pourvoir dans les prochaines années. Donc déjà, il va falloir confirmer qu'on continue bien dans cette tendance qui est une bonne tendance parce qu'elle crée des emplois, parce qu'elle nous permet de réindustrialiser, ce qui est essentiel. Mais c'est vrai que ça crée aussi des doutes. Et après, par rapport à l'industrie, c'est vrai que malheureusement, l'industrie a mauvaise presse. C'est-à-dire qu'on est beaucoup resté aussi sur l'industrie d'il y a des années et des années. Donc pour certains, c'est Zola, pour certains, c'est compliqué. Moi, ce que je tiens à dire aujourd'hui, c'est que l'industrie, ça paye bien. Vous avez raison, pour moi, c'est absolument un argument très fort. Vous avez raison de le dire. L'industrie paye bien. Et aujourd'hui, l'industrie, ce n'est plus Zola. Et donc, du coup, on a un vrai intérêt à remobiliser autour de ces métiers. Et c'est tout l'enjeu, nous, du projet qu'on porte, où on met en avant 2000 professionnels sur notre plateforme, de 2 secteurs industriels qui sont majeurs, qui sont d'un côté l'aéronautique et spatiale, qui recrute 25 000 postes par an, de l'autre côté l'agroalimentaire, l'agriculture et la pêche, où on a des enjeux très forts, et notamment auprès de nos agriculteurs qui vont partir en retraite pour la moitié
moitié d'entre eux dans les 10 prochaines années, donc c'est un vrai enjeu. Mais on a un intérêt à donner la parole à ceux qui la vivent au quotidien et qui vont pouvoir revenir sur tous ces clichés, montrer que c'est pas ça. Et on a besoin de femmes dans l'industrie aussi. Donc, mesdames, moi, je vous encourage à tenter l'aventure et à vous rendre compte que c'est aussi très bien payé. Et ça, c'est un point important. Mesdames et mesdemoiselles, parce que vous mettez, vous, My Job Glasses, en contact notamment avec des très jeunes publics pour tout de suite entrer dans ces carrières-là. On rappelle aussi qu'Ariane 6 a décollé. Et que pour l'industrie aéronautique spatiale, c'est extrêmement important de montrer tout ça. Très importante. Totalement. Oui, c'est quelque chose de positif aussi dont je pense qu'on a besoin en ce moment. C'était la bonne nouvelle d'hier avec ce lancement réussi. Et donc, du coup, on revient sur ces sujets-là. On a besoin d'embaucher sur ces sujets-là. Et donc, mesdemoiselles, mesdames et les jeunes, dès la 5e, on vous encourage à aller toucher du doigt ces métiers parce que c'est important. En plus. Voilà, mais oui, totalement. Je pense à la métallurgie qui s'industrialise de plus en plus avec des nouvelles technos, de l'intelligence artificielle. Enfin voilà, il y a de quoi séduire. Mais vous entrez dans les détails là. Industrie égale jackpot, c'est ce qu'on a dit. C'est juste ce qui compte. C'est vrai. Important, et autre chose aussi, l'industrie c'est pour tout le monde. Et ça c'est un point important. Dans l'industrie, on a des ouvriers, on a des techniciens, on a des cadres, on a des ingénieurs. Donc c'est pas quelque chose qui est que élitiste ou c'est pas quelque chose où il n'y a que des ouvriers. C'est extrêmement important de pouvoir aller toucher du doigt et de se rendre compte de la diversité des métiers et des opportunités qu'on y trouve. On sent la passion pour l'industrie, vous voyez dans cette émission. Sofiane. Une question pour notre fusée de l'expérience client, c'est vous Benjamin. Notre camping a ouvert pour la saison d'été depuis plusieurs semaines maintenant, mais certains clients se révèlent impatients, voire agressifs à la réception. Comment réussir à faire redescendre la C'est les vacances. C'est les vacances. Vous sentez que tout le monde est un peu tendu quand même là. Voilà, bon, il va falloir prendre conscience qu'on est en vacances. Mais on ne peut pas répondre ça aux clients mécontents. C'est une réalité. Peut-être que déjà, il faut s'assurer d'avoir le personnel. Alors, on parlait oui, exactement. Ça peut tendre de part et d'autre. Mais avoir le personnel suffisant pour assurer un accueil, je dirais, de qualité aux voyageurs. Il faut aussi anticiper ce voyage. Le camping qui prend contact ou crée déjà la relation avec le voyageur avant même qu'il soit arrivé, ça fonctionne bien. Un petit SMS le jour J ou la veille qui permet de communiquer l'adresse. Il n'y a plus qu'à la rentrer dans le GPS. C'est un petit plus. Proposer des activités autour du camping. Enfin voilà, montrer que déjà il y a une relation avec le voyageur, ça c'est très important. Mais quand on arrive, il y a aussi les 8 heures de route derrière en voiture qui ont pu exaspérer et les enfants qui n'ont fait que crier. On peut comprendre qu'il y ait l'énervement. Alors surtout ne pas répondre à l'agressivité par sur de le même ton. Ça c'est voilà, on arrive sur un lieu de vacances, il faut sourire, donc former le personnel à l'accueil, ça ne s'improvise pas. Et puis peut-être prévoir un check-in rapide avec une file d'attente spécifique et puis une zone d'attente, un petit café. En tout cas, c'est à nous de commencer à faire passer de belles vacances à nos voyageurs quand on est patron de camping. Élise. Et peut-être juste en tant que cliente, parfois expliquer les choses. Oui. Parfois, on est dans une situation un peu catastrophique et dès moi en tout cas, dès qu'on m'explique d'où vient le problème, ça se détend très vite. La patience, évidemment, il y a une empathie. Ça, c'est important. Je trouve dans le relationnel client d'être parfois transparent, parfois pas forcément, mais je trouve que c'est important. Et il y a souvent ce mur qui se crée où on ne se comprend pas, mais il suffit juste de s'expliquer un tout petit peu sur le problème et ça se détend très vite. Sourire. Ouais, exactement. Vous avez raison. Sofiane. Il y en a qui sourient aussi sur les réseaux sociaux. Mam nous salue avec un petit smiley justement hier. Benoît aussi, on vous salue sur LinkedIn et on continue avec l'actu du jour justement. Fabien Roussel évoque l'idée d'une coalition sans LFI dans un enregistrement sonore. Vous allez me dire mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça à la mi-journée aujourd'hui ? Eh bien parce que le secrétaire national du PCF a évoqué cette idée dans un train, entre deux wagons sur les plateformes. Il était au téléphone, un petit malin a pris une photo de lui et a enregistré avec son propre téléphone toute la conversation et l'a postée sur les réseaux sociaux. Enregistrement authentifié par nos confrères de Libération. Pour l'instant, le porte-parole du parti dément, mais tout de même, on s'est posé la question de savoir, le Code du travail ne prévoit rien dans ces cas-là. Si je fais un appel ultra confidentiel de codir à distance
au wagon-bar. Il n'y a pas de problème, À qui la faute? Si, il y en a un, évidemment. Hein. Chaque salarié a quand même une obligation de discrétion et de confidentialité. On rencontre ça maintenant beaucoup avec les open space, hein, où quand on a une conversation un tout petit peu sensible à passer, eh bien, on se met soit dans une salle de réunion, soit dans un endroit qui est prévu à cet effet, et dans un train encore plus. Il n'est pas question de passer un coup de fil confidentiel en public. Et il pourtant, faut être vigilant. Ouais. on voit beaucoup de personnes travailler avec des ordinateurs portables à côté, parfois très proches dans un train, parce que ça arrive qu'on soit un petit peu serré quand même. Oui. Et puis en fait, on a accès à tout. On voit des informations confidentielles. Alors, je pense que l'employeur a quand même l'obligation de rappeler un peu des règles de base, pour moi élémentaire, qui est de dire, voilà, quand vous voyagez pour un voyage professionnel et que vous êtes amené à travailler, eh bien, il y a telle et telle précaution à prendre. Quand vous passez des coups de fil, soit vous ne les passez pas et vous décalez vos calls, soit vous les passez, mais vous vous assurez que vous êtes tranquille. Oui, Audrey, c'est un des grands problèmes, entre guillemets, du télétravail. Évidemment, on travaille de son jardin, du TGV. Complètement. Et c'est quelque chose à laquelle vous faites attention en tant que DRH? Oui, on y fait attention et on demande de plus en plus à nos collaborateurs de mettre les écrans, vous savez, là, qui permettent... On ne peut pas voir sur le côté. De filtrer sur les côtés. Moi-même, j'ai pris le train hier et je voyais tout ce qui se passait à côté sur l'ordinateur du voisin. Et voilà, on se dit à un moment donné, il y a un trou dans la raquette. De quoi on va parler dans un instant? De batterie de vélo, Sofiane. Oui, ça peut paraître étonnant. Décidément, cette émission est très étrange. Pourtant, là aussi, c'est d'actualité. On en a parlé il y a quelques jours avec l'effondrement d'un pan de mur d'une boîte de nuit à cause d'une batterie de trottinette. On va donc se demander, en fait, si on peut stocker tous ces objets, ces batteries de vélo et de trottinette sur votre lieu de travail. On en parle dans un instant. Réponse de notre juriste. Restez bien avec nous sur BFM Business. À tout de suite. Avec vous sur BFM Business. BFM Business, avec vous, les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandoin. On répond à toutes vos questions en direct jusqu'à 13h sur cette antenne. On rappelle l'adresse, Sofiane. Avec vous à bfmbusiness.fr. Profitez-en, il en reste 2 petits jours avant nos vacances pour nous écrire directement en direct, le live sur LinkedIn, le live sur X. Vous pouvez écrire à ces experts qui sont là et qui vous attendent en direct. Benjamin Cormeret, directeur général de Tête à Tête, Audrey Dufresne, DRH de Le Hibou, Émilie Corchia, fondatrice de My Job Glasses, et Élise Bénéat, notre avocate au cabinet de Pardieu Broca Maffei. Merci à tous les 4 d'être avec nous. On parlait des batteries de vélo ou de trottinettes, Sofiane. Eh bien oui, une question d'actualité après l'effondrement ce week-end d'un mur dans une boîte de nuit parisienne. Événement très rare. Pour ainsi dire, on n'en avait jamais entendu parler et pourtant j'ai lu que ça arrivait parfois et ça peut faire surtout beaucoup de dégâts. Plusieurs personnes dans ce cas-là sont blessées par des débris. En cause, une batterie de trottinette électrique qui appartenait à l'un des membres de l'équipe de la discothèque qui l'a mis dans le bureau, stocké au 4e étage de l'immeuble et qui aurait explosé. Alors, est-ce qu'il y a des mesures de sécurité sur ces objets qu'on charge même parfois au bureau, qu'on laisse dans nos caissons, dans nos casiers le soir? Est-ce qu'on a tort de faire ça et est-ce que c'est légal? Élise. Alors, excellente question. Effectivement, alors j'en ai appris aussi pas mal sur les batteries récemment. Il ne faut pas les mettre. Après, c'est du bon sens, mais il faut pas les mettre au soleil. Bien évidemment, si elles tombent, elles peuvent se fissurer, donc il faut être très vigilant. Donc, pour l'employeur, effectivement, en principe, les effets personnels du salarié peuvent être laissés sur le lieu de travail et l'employeur en a la garde. C'est-à-dire qu'il doit les traiter comme si c'était son propre matériel. Après, évidemment, il faut faire attention quand il s'agit de stocker un mug, par exemple, sur son lieu de travail. Il n'y a pas de sujet. En revanche, effectivement, quand on commence à avoir des effets qui sont soit avec de la valeur, comme un bijou, une montre, ou qui peuvent potentiellement être dangereux, là je pense que l'employeur doit faire attention. Soit il donne des directives, une note de service où il explique la conservation, où il donne notamment pour les batteries, parce que je pense que les batteries, il faut être très vigilant, soit on interdit qu'ils soient stockés au bureau, soit on interdit qu'ils restent le soir, qu'ils soient chargés toute la journée, etc. Je pense qu'il y a vraiment des règles de précaution à prendre, mais plus techniques pour les batteries. Mais ça, c'est pas encore inscrit dans les chartes des entreprises, c'est-à-dire qu'on n'a pas encore passé ce cap. En termes de
responsabilité, ça donne quoi? C'est l'employeur ou c'est le collaborateur? Si rien n'est prévu, c'est-à-dire que si l'employeur est au courant qu'il y a un stockage de batteries et qu'elles sont chargées non-stop et qu'il n'a rien prévu, soit en termes de notice d'utilisation, soit en termes même de clause de non-responsabilité, parce qu'un employeur peut tout à fait, normalement il a la charge des effets, donc en cas de vol, de détérioration, c'est à la charge de l'employeur, soit il fait une clause de non-responsabilité, c'est-à-dire qu'il peut afficher une clause, comme on peut en voir parfois dans certains endroits, en disant tout vol ou détérioration d'effets personnels n'est pas de la responsabilité de l'entreprise. Il y a des précautions à prendre, donc ça c'est peut-être un petit peu radical, mais l'idée c'est de trouver un compromis entre, et puis chacun doit être aussi responsable de ses affaires, donc l'idée c'est de se dire voilà, en règle générale il n'y a pas de sujet, mais sur certains matériels, soit vous ne l'emmenez pas, mais si vous l'emmenez, il y a telle et telle règle à assurer, et si ça n'est pas assuré, ce sera de votre responsabilité. Mais c'est un peu du bon sens, mais effectivement tout ça n'est pas prévu pour on l'a pas prévu. Il y avait les bouilloires à une époque qui sont qui ne peuvent pas se brancher sur les mêmes branchements que les ordinateurs. Enfin, c'est ce genre de même problème finalement. Oui. Et après, c'est des règles élémentaires. Par exemple, normalement, je ne sais pas, vous laissez un objet de valeur, vous le laissez sur votre bureau au vu et au su de tous. Si jamais il est volé, là, normalement, la responsabilité de l'employeur n'est pas engagée. En revanche, si l'employeur a mis en place des vestiaires, des armoires qui se ferment et n'a pas prévu, par exemple, le cadenas, là, c'est de sa responsabilité. Donc, c'est vraiment un peu de bon sens à avoir. Mais sur les batteries, je pense que c'est un sujet, il faut être très, très, très vigilant, à mon avis. Sofiane. Il va peut-être encore falloir légiférer une fois de plus au bureau et demander au manager d'aller vérifier si un tel ou un tel laisse sa batterie de vélo. On n'en a pas fini. Une question de Marc par mail avec vous à bfmbusiness.fr. Bonjour, comment faire lorsqu'on est senior mais qu'on envisage une reconversion? Vers qui se tourner? Moi, je me tourne vers vous, Émilie. Vous avez raison, parce qu'on peut aider. Quand on est senior, ou pas d'ailleurs, et qu'on envisage une reconversion, c'est toujours intéressant d'aller parler avec des personnes qui font le métier vers lequel vous voulez aller. Parce que, comme pour l'industrie tout à l'heure, on peut avoir des clichés. On peut imaginer que tel métier va totalement me correspondre, mais on ne le connaît pas par essence, puisqu'on se reconvertit. Donc, nous, ce qu'on encourage à faire, c'est d'aller rencontrer des personnes qui font le métier, pour qu'ils puissent partager leur quotidien, qu'ils puissent expliquer ce qui leur plaît dans leur métier, ce qui est plus difficile dans le métier aussi. Et après, idéalement, c'est de comprendre aussi quelle est la marche à avoir pour aller de votre métier actuel vers le nouveau métier. Est-ce qu'une formation va être nécessaire? Est-ce que ça peut se faire au sein de votre entreprise ou est-ce que ça doit se faire dans un cadre totalement différent? Et donc du coup d'arriver en ayant préparé un petit peu, en ayant réfléchi à certaines questions que le professionnel que vous allez aller voir va pouvoir vous donner. Mais moi je dirais n'allez pas voir qu'une seule personne. Parce qu'un avis, finalement, ça ne suffit pas à se faire une idée. Donc, multiplier, c'est ce qu'on appelle la démarche réseau, qu'on ne connaît pas tous et qu'on ne fait pas tous, alors que c'est une vraie assurance de s'assurer que son nouveau projet est un projet fiable, dans lequel on croit vraiment et sur lequel on va pouvoir accélérer. Marc a entendu vos arguments. Non, mais je pense, après, sur le côté senior, ce qui est important aussi, c'est de ne pas hésiter à aller rencontrer des personnes même plus jeunes que vous, pour avoir aussi des éléments. Parce que l'intergénérationnel, ça ne marche pas que dans un sens. Il n'y a pas que les seniors qui doivent aider les jeunes qui se posent des questions. Des plus jeunes qui sont déjà dans cette profession. Exactement. Des plus jeunes qui sont déjà dans cette profession vont aussi pouvoir expliquer les nouvelles méthodes de travail, certaines manières qui vont être différentes par rapport à l'entreprise ou le métier dans lequel on était et qui doivent être pris en compte dans le projet de reconversion totalement. Un projet de reconversion, c'est pas juste un métier qui va me plaire ou pas. C'est un métier, une entreprise, un type de travail, une manière de faire. Et donc, du coup, plus on prend d'informations sur ces éléments-là et plus on a un projet qui a du sens et dans lequel on croit, et plus on a de chances que la reconversion se passe bien. Et c'est ce qu'on souhaite à Marc. Oui, exactement. Faites comme Marc et écrivez-nous sur notre adresse. Posez vos questions à nos experts à l'adresse avec vous @bfmbusiness.fr. Sofiane. Faites également comme Benjamin qui est content parce qu'il nous dit c'est l'émission parfaite entre deux rendez-vous. Vous avez de la chance. C'est vrai. Vous avez bien raison. Les Benjamins ont toujours raison. Entre deux rendez-vous, une petite pause déj avec nous. Vous pouvez aussi scanner ce petit QR code que je... Non, mais toujours pas. Non, il est à côté d'Élise. Et là, il est là. Beaucoup trop loin ce QR code. Vous le voyez un petit peu mieux que moi. Vous le scannez et vous envoyez directement vos questions. Régulièrement dans cette émission, Sandra, vous le savez, on s'appuie sur notre partenaire Vistaprint pour sonder les chefs d'entreprise sur les grands sujets du moment. Et là, quasiment 15 jours de la cérémonie d'ouverture, on ne pouvait pas passer à côté de ce sujet. Les JO, c'est notre coup de fil du jour. Bonjour Antoine Thiesser, vous êtes directeur Europe de la marque Vistaprint. Alors dites-nous maintenant que l'échéance se rapproche quand même là à grands pas, on y est quasiment. Les patrons franciliens sont-ils enfin convaincus par l'arrivée de ces JO de Paris ? Bonjour à tous. Effectivement, donc on a interrogé 500 entrepreneurs, donc des dirigeants de TPE, PME de la région francilienne. Et ce qu'on voit, c'est qu'ils semblent finalement assez convaincus du potentiel de cet événement pour leur activité.
Donc un tiers nous disent qu'ils devraient augmenter leur chiffre d'affaires entre 10 et 30% suite aux Jeux Olympiques. C'est surtout vrai chez les plus jeunes. Et on note même que 20% attendent une forte augmentation de leur chiffre d'affaires de plus de 30%. Donc il y a finalement juste un tiers qui nous dit que ça n'aura probablement pas vraiment d'impact sur leur activité. Après, je pense qu'il faut un petit peu relativiser ces chiffres aussi, étant donné qu'on sait que les mois de juillet, août, pour de nombreux secteurs en Ile-de-France, c'est des mois un peu creux. Donc finalement, ce surcroît d'activité il va venir s'ajouter à un chiffre d'affaires qui va être souvent quand même assez faible pendant ces mois-là. Et je pense qu'il faut aussi savoir que la question de l'implication des PME dans les JO, elle n'est pas nouvelle finalement, parce que les pouvoirs publics avaient, dès le départ en 2019, cherché à impliquer les TPE-PME dans cet événement, en fixant pour objectif d'allouer 25% au moins des contrats liés à la réalisation des ouvrages des JO à des PME ou des structures de l'économie locale. Et cet objectif, il a d'ailleurs été dépassé, vu qu'on a actuellement 36% des contrats gérés par 2650 PME. Donc finalement, l'effet JO, certaines PME le vivent déjà depuis des mois, si ce n'est des années, et d'autres, visiblement, sont prêtes à l'expérimenter ces prochaines semaines. Oui, donc au global, un constat plutôt positif. Les entreprises se sont mises en ordre de bataille pour appréhender cette période, finalement. C'est vrai, finalement, elles se rendent compte de ce potentiel, et pour le concrétiser, donc d'après l'étude, il y a 50% des chefs d'entreprise qui nous disent avoir prévu de mettre en œuvre des stratégies marketing spécifiques pour cet événement pendant l'été. Et donc on voit finalement qu'il y a un potentiel, il y a des actions spécifiques qui vont être mises en place, et ça amène mécaniquement des questions de recrutement. Et donc, il y a 40% des chefs d'entreprise qui prévoient d'embaucher ou de positionner plus de personnel pendant l'événement pour soutenir leur activité. Il y a une inquiétude toutefois qui persiste sur la question des transports. On en parle beaucoup, mais il va être compliqué, on le sait, pour les salariés et les chefs d'entreprise de se déplacer dans la capitale. Et sur ça, nos patrons ne sont pas encore tout à fait rassurés. Non, effectivement, ça reste un des sujets d'inquiétude, et je pense qu'on peut tous le voir, du moins tous les franciliens, avec les installations qui se montent un peu partout dans la ville. 67% nous disent que les JO vont rendre difficile, voire très difficile, l'accès à leur lieu de travail pour leurs employés. Donc c'est véritablement un des sujets clés, je pense, pour eux, sur lesquels ils vont travailler. Ouais. Du coup, ils ont déployé quels outils pour répondre à ces inquiétudes et puis à cette période particulière, finalement ? Alors effectivement, oui, c'était pas un sujet nouveau, étant donné que je pense qu'on en a quand même beaucoup parlé dans les médias notamment. Donc ils ont eu le temps, je pense, de travailler quelques solutions. Quand on les interroge sur ce qu'ils ont prévu, la moitié finalement ont recours au télétravail assez basiquement, et c'est aussi les recommandations des pouvoirs publics. 48% proposent à leurs salariés de travailler de chez eux quand ils le souhaitent pendant cette période, quand c'est possible. Il y a 47% qui nous disent qu'ils ont réorganisé leurs horaires de travail. Et enfin, il y a 30% qui aussi aident leurs salariés dans les démarches administratives pour créer des titres de transport. Donc après, si on regarde, finalement, on a pas mal de contraintes, un surcroît d'activité, ce qui fait qu'au final, il y a quand même 40% des chefs d'entreprise interrogés qui nous précisent aussi que leurs salariés leur ont demandé une compensation financière, finalement, pendant cette période des JO. Et effectivement, et ils nous disent, donc là encore, c'est des déclaratifs, ils nous disent à 35% avoir prévu de leur apporter une prime pour cette disponibilité, ces horaires aménagés, ces difficultés à se déplacer, etc. Merci beaucoup pour ces précisions et ce baromètre Vistaprint pour BFM Business. Merci Antoine Teaser, vous êtes directeur Europe de la marque Vistaprint. C'est intéressant, c'est souvent ce qu'on dit dans cette émission, finalement, ces outils qui ont été déployés, puis cette inquiétude pour les transports, on en a quand même parlé extrêmement souvent, Audrey. Oui, on en parle souvent. Et puis il faut le rappeler aussi que l'employeur a un devoir d'information, de rappeler à ses salariés que s'ils ont à se déplacer dans les zones des JO, il faut qu'ils fassent leur demande pour le pass-jeu. Oui. Parce que ça c'est très important et je le rappelle, l'employeur ne peut pas faire cette demande à la place du salarié, c'est vraiment au salarié de le faire. Par contre, on a un devoir d'information et les zones seront difficilement, certaines zones de Paris seront difficilement accessibles, surtout pendant la cérémonie d'ouverture et puis après autour des sites effectivement des compétitions, donc faut bien prévenir les collaborateurs.
Il nous le disait il y a un instant, 35% des chefs d'entreprise ont prévu d'accorder une prime pour la disponibilité de leurs salariés. 512 €. Parce que je me suis dit, 35%, ça fait un tiers, ils sont 3 en face de moi. Il y en a bien un des 3 qui a donné une prime à ses salariés ou à ses équipes. À la médaille d'or. Au chocolat alors. Chocolat. Bon, très bien. On a une réaction sur LinkedIn par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'immersion professionnelle, Émilie. C'est Benjamin qui nous dit il y a des immersions pro via un bilan de compétences. Le CEP est gratuit pour les salariés. Un projet de reconversion doit se voir dans son ensemble. Je suis totalement d'accord, nous dit-il. C'est quoi un projet dans son ensemble ? Alors, un projet dans son ensemble, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas simplement dire je fais le métier A aujourd'hui et demain je vais faire le métier B. C'est se poser la question dans quel contexte on veut évoluer. Donc, quand on change d'entreprise, que ce soit pour faire le même métier ou que ce soit pour faire un métier différent, le type d'entreprise dans lequel on va aller va avoir un impact. Moi, par exemple, je le dis beaucoup, on est dans une start-up qui évolue vite, dans laquelle les rôles peuvent bouger au fur et à mesure, puisqu'on recrute beaucoup. Ça ne correspond pas à tout le monde. Et donc, du coup, il faut vraiment insister sur ce genre de choses pour trouver aussi l'endroit qui va nous correspondre vraiment. C'est pour ça que quand on va rencontrer des personnes et quand on fait un bilan et qu'on essaye de se projeter, c'est pas simplement le métier et qu'est-ce que le métier veut dire, mais c'est un métier dans un type d'entreprise avec une certaine capacité de travail ou modalité de travail. Et donc, du coup, c'est extrêmement important d'avoir cette opportunité, finalement, d'aller directement à l'intérieur, de rencontrer les collaborateurs et de leur poser ces questions-là pour voir si ça pourrait nous correspondre. Il y a le style de management aussi qui peut rentrer en compte. Et donc, du coup, un projet global, c'est pas simplement se dire est-ce que le métier nouveau auquel je veux aller me correspond, mais c'est aussi d'envisager le cadre dans lequel vous allez vous reconvertir et l'endroit dans lequel vous allez travailler qui peut être très différent du premier métier que vous avez. Et il y a un deuxième enjeu aussi, c'est la formation. Il ne faut pas revenir en arrière là-dessus et se dire que ce n'est pas grave. Il y a beaucoup de métiers qu'on n'apprend pas tout seul du jour au lendemain. On ne peut pas passer d'un métier A à un métier B en se disant je vais apprendre sur le tard et ça ira. Il faut garder du temps pour cette période-là qui est très importante. Alors cette période-là, elle est importante, mais en fait, on se rend compte aussi qu'elle ne prend pas forcément énormément de temps. On a toujours peur d'aller taper à la porte des gens et donc nous, c'est pour ça qu'on a essayé de faciliter ça grâce au digital et de faire en sorte que les personnes soient très accessibles. Mais déjà, en 1 heure d'échange avec quelqu'un, vous avez énormément d'informations et ça vous permet de savoir si vous voulez creuser dans le même sens ou si au contraire il faut que vous vous réorientez dans votre réorientation. Vous pouvez aussi avoir des personnes qui vous conseillent. Il y a de l'accompagnement, ça peut être dans le cadre de France Travail, ça peut être dans le cadre du bilan de compétences que vous faites. Donc ne pas hésiter aussi à oser poser des questions et à oser se faire accompagner. Il y a pas mal de choses qui peuvent être prises en charge aussi et sans coût associé pour faire en sorte que chacun ait la bonne information et soit accompagné. Être très proactif dans cette et prendre son temps dans cette démarche. Sofiane. Et pour revenir et refermer cette page JO, la petite bonne nouvelle du jour, parce que vous aimez ça les bonnes nouvelles, je le sais, sur les Jeux Olympiques, l'INSEE prévoit un 3e trimestre à 0,5% de croissance grâce aux JO, parce qu'ils apporteraient à eux seuls 0,3% de ce total. C'est donc ça l'effet JO. On se demandait s'il allait avoir un effet positif, neutre ou négatif sur l'économie. Dans le détail, c'est grâce à la billetterie et à la vente des droits audiovisuels et aussi à la marge, parce que grâce à la hausse de l'activité touristique, commerce, hôtels, cafés, restaurants. Pourtant, on parlait beaucoup de ces restaurants déserts et de ces fermetures de restaurants et de cafés. C'est pas le cas. Les touristes ont quand même envie de venir pour les Jeux Olympiques. Audrey ? Ah oui, je pense. On le voit, il y a déjà beaucoup de touristes là à Paris. Il y a un problème de recrutement. Il y a un problème de recrutement. Pour se loger, ça va être bien compliqué. sûr. Donc, je pense que ça attire beaucoup de monde. Vous êtes optimiste. Est-ce que vous l'êtes ? Dites-le nous sur notre adresse. Avec vous, retrouvez-nous sur tous nos réseaux sociaux. Sofiane. Une question pour notre experte juridique. Madame Benéa, un salarié peut-il refuser de se présenter à une visite médicale ? Élise ? Non, en principe non. L'employeur a l'obligation, lui, d'assurer un travail en toute sécurité, en prévenant les risques de survenance de quelques accidents que ce soit. En contrepartie, le salarié, lui, doit suivre les visites médicales de reprise, les visites médicales d'embauche. Donc il a l'obligation de se soustraire à ce type de se soumettre à ce type de visite. Donc la réponse est oui. Non, il ne peut pas refuser. La réponse est non. Il peut pas refuser. Et est-ce que l'employeur peut lui imposer la date ?
Alors l'employeur peut lui imposer la date. Après, c'est pas vraiment l'employeur qui le lui impose. Généralement, c'est les services de santé au travail, c'est le médecin du travail. Il peut éventuellement le reporter si il y a un problème de contrainte. Ça, c'est tout à fait possible. Mais au final, il doit faire cette visite. C'est potentiellement sanctionnable, voire même, ça peut même aller jusqu'à un licenciement. Donc ça veut dire qu'il doit être prévenu quand même bien en amont ce salarié. Vous voyez venir, c'est-à-dire typiquement des tests d'urine qui pourraient révéler de la drogue ou quoi que ce soit. Et qui pourrait. Non, mais je fais du mauvais esprit. J'imagine des choses dans ma tête. Typiquement, il va falloir décaler, j'imagine. On va s'adapter. Non, je n'ai pas bu la bouteille d'eau. Je ne peux pas. Je ne comprends pas. Cette émission part dans une direction complètement imprévue. Sofiane, on continue. J'avais une idée. Bon, c'est pas grave. Benjamin, Léa nous dit, nous sommes une marque de cosmétiques bio pour ados. Quels canaux de communication et de vente devrions-nous privilégier pour atteindre efficacement notre cible ? Les ados, j'ai envie de vous dire, on les attire avec les réseaux sociaux, non ? Oui, bonne réponse. Alors, ça dépend de la tranche d'âge, mais il y en a 3 qui se partagent vraiment le marché, c'est Insta, Snapchat et TikTok. TikTok, c'est le réseau qui a la plus forte croissance, en tout cas depuis 2 ans, en termes de nouveaux abonnés. Elle est très user-friendly, elle permet de capter les ados, elle permet aux marques de diffuser des contenus très courts et plutôt sympas, des visuels assez innovants. Pour autant, il faut que j'embauche un influenceur qui va tester les produits ou on peut faire autrement ? Alors, embaucher... C'est quand même tout un métier. En fait, on va plutôt parler de collaboration, c'est ce qu'on appelle du marketing d'influence. Embaucher un influenceur, pourquoi pas. Je suis pas sûr que l'influenceur gagne bien sa vie embauché. À mon avis, il la gagne mieux en créant des partenariats avec la marque. Mais effectivement, combiner réseaux sociaux et marketing d'influence, quand on voit, je crois que la plus grande influenceuse sur TikTok française, alors je vais pas la citer parce que j'ai un doute, mais c'est plus de 10 millions de followers, vous imaginez l'impact. Donc il y a ça, et puis il y a aussi les plateformes de messagerie instantanée. Il n'y a pas que les réseaux sociaux. Il faut aussi savoir s'adresser aux ados. Ils vont très peu sur des ordinateurs, donc c'est smartphone ou tablette, mais surtout smartphone. Et donc avoir une appli, s'adresser via une plateforme type WhatsApp, ça c'est un incontournable. Et nous, on est en train de tester chez Tête à Tête, pour une marque, le fait de s'adresser, de pouvoir répondre à des ados par des vocaux. Ça vous parle ? Oui, messages vocaux, ça nous parle. Mais on a tous vu les ados par WhatsApp, j'ai pas encore vu en fait. C'est inhabituel. Eh bien, écoutez, en fait, ils l'utilisent énormément. Le téléphone n'est pas un canal de prédilection chez les jeunes, particulièrement chez les ados. Par contre, les vocaux, on les a tous vus dans les transports en commun ou dans la rue en train de se parler et pouvoir profiter de leur conversation. C'est insupportable, il faut bien le dire. C'est insupportable. Vous n'êtes plus ado, effectivement. Vous êtes passé de l'autre côté, Sofiane. Mais c'est important de savoir s'adresser avec leur code à ces ados. Et on a, en tout cas, le canal WhatsApp et les vocaux séduisent puisque nous avons des sollicitations et nous avons formé nos collaborateurs à répondre par des vocaux. Ça aussi, c'est une autre... Est-ce qu'ils ont été formés à répondre à des vocaux agressifs, vous voyez, ou à des ados qui sont... Non, mais je rigole, ils sont formés à la gestion de conflits, mais l'ado n'est pas forcément agressif. L'ado, quand il sollicite une marque, il a un but très très précis. Et c'est rarement pour apporter une réclamation. C'est généralement la marque n'a pas répondu à sa demande et voilà. Vous voyez que vous aussi vous faites des scénarios c'est vrai, dans la tête. Oui, tout à fait. Allez, question suivante. Une question pour Audrey. Sylvain nous dit: je suis manager dans une start-up et chaque année, je suis obligé de travailler pendant mes congés. Quels sont vos conseils pour partir en vacances l'esprit serein? Ah, c'est une grosse question. Hier, on se demandait si on pouvait déconnecter l'été quand on était manager, par exemple. Alors... Je pense que oui. Oui, si on arrive à déléguer suffisamment. Tout est là, tout réside dans ça. Ça commence déjà par un bon recrutement, j'ai envie de dire. Recruter les bonnes équipes, ça aide beaucoup. Derrière, ça nous aide à déléguer. Ça nous aide aussi à mettre un climat de confiance, puisque c'est effectivement ce climat de confiance qui va nous permettre de gérer les équipes à distance. Et puis, j'ai envie de dire, leur apprendre à travailler en équipe, être autonome. Tout ça, c'est effectivement des soft skills qu'on acquiert au fur et à mesure. Et puis après, on anticipe aussi son départ
départ en vacances. Donc on organise les réunions, on met les messages d'absence, on prévient les clients, les partenaires, j'ai envie de dire aussi qu'on sera absent. Voilà, c'est une organisation, c'est un cadre, je pense, à reposer avec les collaborateurs, avec les équipes pour partir l'esprit serein. Et puis après, il faut aussi préparer son retour. Et revenir, voilà. C'est nécessaire de savoir couper pour le bien-être des équipes. À notre retour aussi de vacances, on parlera, on fera une émission justement sur ce thème-là. Comment bien reprendre. Comment on revient. Comment on revient. Et ça n'est pas toujours facile, effectivement, quand on est rejeté dans le grand bain. Vous partagerez votre expérience au camping. Tout à fait. Chaque année est unique, on vous racontera. Une question pour Émilie. Joanne nous dit: mon contrat de travail arrive bientôt à son terme et j'aimerais me reconvertir dans la vente, mais je ne suis pas certaine que ça me plaise. Comment puis-je m'assurer que je fais le bon choix? Et bien là encore, je suis désolée, je vais manquer d'originalité, mais aller rencontrer des personnes dont c'est le métier. Donc aller les voir et se positionner différemment de quand on est acheteur, j'ai envie de dire, et qu'on va dans un magasin pour acheter quelque chose. Là, on n'est plus client. Là, on est sur du vie ma vie. Donc, on va réellement demander à une personne de nous expliquer c'est quoi son quotidien, comment ça se passe, et d'essayer de comprendre aussi ce qui est compliqué. Moi, je dis toujours aux personnes qui vont rencontrer des personnes, c'est bien de demander qu'est-ce qui vous plaît dans votre métier et de comprendre les différentes missions, mais c'est aussi important de mettre le doigt tout de suite sur ce qui est compliqué. Parce que au moins, on est au courant et quand on décide d'y aller, on sait ce qui va nous attendre. Donc il n'y a pas ce sujet-là. L'autre chose aussi que vous pouvez faire, c'est des immersions. C'est-à-dire de dire, est-ce qu'il est possible de venir passer une journée avec vous pour voir un peu concrètement comment ça fonctionne. Et donc du coup de vivre l'expérience. Je sais que France Travail met en place des immersions facilitées pour essayer d'accompagner dans ce cadre-là. Mais même sinon, simplement, quand vous allez négocier, imaginons que vous dites pourquoi pas. Vous allez voir votre futur employeur et vous lui proposez de savoir s'il est possible de passer une journée dans l'entreprise et de voir justement comment vous allez vous y intégrer. Est-ce que le métier va vous plaire et comment ça se passe? C'est le meilleur moyen. On le pratique chez vous le faites. Oui, tout à fait. En fait, pour éviter de se tromper, c'est pas une science exacte, le recrutement. On propose aux candidats de venir et de faire de la double écoute pendant une demi-heure avec en immersion totale, et ça nous permet de faire davantage le bon choix. En tout cas, on a des personnes qui n'ont pas été au bout du process en se disant en fait, c'est pas du tout fait pour moi. C'est vrai. Donc au moins, on a fait gagner du temps et on en a gagné. Et c'est ça qui est génial, c'est parce que les deux côtés, on gagne du temps. Parce que faire un mauvais recrutement, ça coûte très cher aux entreprises aussi. Et c'est mauvais pour le collaborateur, surtout s'il a quitté son job pour ce nouveau projet. Et après, derrière, c'est compliqué. Donc vraiment prendre le maximum de réassurance en amont, en allant poser des questions, en essayant de faire une immersion pour être sûr qu'on fait le bon choix. Beaucoup de questions sur la reconversion. On va répondre à la question du jour. Sophia. Et oui, parce que nous, pendant une heure, on a fait de la quadruple écoute avec nos 4 experts du jour. Et on vous a posé cette question. Vous avez voté pendant ce temps-là sur les réseaux sociaux. Instabilité politique, faut-il craindre un bond des défaillances? Eh bien, vous répondez oui, et assez largement. 69% sur LinkedIn, 85% sur X et 85% également sur Instagram. Il n'y a donc pas une dose d'optimisme quant à l'avenir et à la stabilité politique du pays qui va entraîner potentiellement d'autres défaillances d'entreprises françaises. Et demain, nous reparlerons de ce SMIC à 1 600 €. Et oui, parce qu'on a effleuré le sujet il y a quelques instants, mais on vous pose la question tout de go sur les réseaux. Que pensez-vous de ce SMIC à 1 600 €? Que vous soyez salarié ou patron, vous répondez à cette question. Vous avez plusieurs possibilités. Est-ce que ça vous effraie? Est-ce que ça vous réjouit? Est-ce que c'est impossible? Bref, vous votez et on en parle demain dans l'émission avec nos experts. On remercie ceux du jour: Élise Bénéa, avocate au cabinet Depardieu, Broca Maffei, Émilie Corchia, fondatrice de My Job Glasses, Audrey Dufresne, DRH de l'Eibou, et Benjamin Cormeret, directeur général de Tête à Tête. Merci à tous les 4 pour vos conseils. Merci à vous de nous suivre et de nous écrire, d'être toujours plus nombreux, on peut le dire quand même, sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup pour cette fidélité. Eh bien, on se retrouve demain, évidemment. L'émission est à revoir en podcast et en replay. Avant-dernière demain. Ah oui, on est jeudi. Oui, demain. voilà, bon, c'est pas grave, il en reste 2, c'est pas grave, je vais lui expliquer. Sofiane prépare très bien son départ en vacances. En attendant, il est déjà en vacances. Passez une très bonne journée sur BFM Business. Avec vous sur BFM Business. Bonjour à tous. Les conditions météo restent décidément instables. L'anticyclone des Açores est toujours en retrait, donc il protège quand même une petite partie sud de la France. C'est vrai que les conditions météo s'annoncent plus ensoleillées pour cet après-midi entre les Pyrénées, la basse vallée du Rhône, le pourtour méditerranéen, la Corse. Soleil généreux d'une manière générale au sud de la Garonne. En revanche, à nouveau des averses orageuses prévues entre l'Auvergne, la Franche-Comté, l'Alsace, même si ces orages s'annoncent moins forts que durant la journée d'hier. Et puis à noter également
également un ciel assez nuageux entre le Poitou, les Pays de la Loire, la Bretagne, avec là aussi quelques ondées. On peut quand même compter sur quelques belles éclaircies cet après-midi entre la région Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Une petite averse en fin de journée également pour le relief des Pyrénées. Les températures, elles baissent par rapport à hier, mais bon, ça reste convenable pour la saison, sauf dans le nord-ouest, c'est toujours trop frais. 20 à Brest, 23 à Nantes, 26 à Paris, c'est globalement de saison, 27 à Strasbourg, c'est toujours estival dans le sud, 30 à Toulouse, jusqu'à 33 degrés pour Marseille et pour demain, donc de nouvelles pluies orageuses attendues dans le nord-ouest, des orages dans le sud-ouest et les températures, une moyenne de 25 au nord et de 31 pour le sud. Excellente journée.